Merci, Dr Grouj, pour cette introduction. Et tout d'abord, je saisis cette opportunité pour remercier la Société tunisienne de maladies respiratoires, que je lui souhaite une longue vie. Et je le félicite toujours pour l'excellente organisation de ces congrès que beaucoup de gens souhaitent y assister. Malheureusement, ils n'ont pas cette chance-là que moi j'ai aujourd'hui et que j'apprécie énormément. Je remercie l'ensemble du staff qui est derrière cette réussite de ce type d'événement. Et sans trop tarder, j'ai l'immense plaisir d'introduire le professeur Ahmed Ben Saad, professeur agrégé en pneumologie de Monastir. Il va nous parler d'un thème qui est très intéressant et toujours d'actualité, la BPCO précoce. Et sa présentation est intitulée BPCO précoce, nouvelle entité et implications pratiques. Professeur Ben Saad, la parole est à vous. D'accord. Voilà, merci. Donc, bonjour à tous, très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens à remercier les organisateurs pour l'invitation et on va parler d'un sujet d'actualité qui est la BPCO précoce. Donc, je commence avec la définition du GOLD où on définit la BPCO comme une maladie hétérogène. C'est une pathologie qui est hétérogène du fait qu'il y a différents endotypes et phénotypes, il y a différents sous-groupes et parce qu'il y a un constat, il y a des chiffres. Il y a parmi tous les tabagiques, juste seulement 20% des patients qui vont développer la maladie. Et puis, on a 50% de causes de BPCO rattachées au tabac et 50% des cas, il s'agit d'autres facteurs. Et on peut avoir jusqu'à 40% des cas de patients BPCO qui sont asymptomatiques. Depuis la mythique courbe de Fletcher de 1977, la dysynapsie de 1974, il y a eu pas mal de cohortes, pas mal d'expérimentations, de progrès de l'imagerie, des études génétiques, de biomarqueurs qui ont été étudiés, et puis le nouveau venu, l'intelligence artificielle. Cela a abouti à de nouveaux constats, de nouveaux paradigmes, et on parle actuellement d'un processus qui s'installe tôt, très tôt. On parle même d'une période d'incubation rattachée à la BPCO qui peut durer des décennies. D'où le nouveau concept de BPCO précoce qu'on va essayer de définir dans cette présentation. On va revenir aux origines de la BPCO, les différentes trajectoires de la fonction respiratoire, le nouveau constat sur le plan physiopathologique, quelle exploration pour la BPCO précoce, quelles sont les pistes thérapeutiques, et puis les perspectives de recherche. Donc, comme j'ai dit, il y a différentes définitions qu'on discute actuellement, pré-BPCO, BPCO précoce, PRISM. Et là, je remonte à 2001. Où dans le GOLD, on a introduit pour la première fois le GOLD 0. Ce sont des patients qui ont des facteurs de risque qui sont symptomatiques, mais qui ont une spirométrie normale. Donc le problème, c'est que seulement 20% de ces patients-là vont évoluer vers un GOLD 1 et 80% des patients ne vont pas évoluer vers la BPCO, d'où ce concept qui a été exclu en 2006 des recommandations GOLD. On attend jusqu'à 2016-2017 où la discussion a été reprise avec les grandes cohortes spiromix, COPD gène. Et là, dans la première cohorte où on a comparé le groupe de patients tabagiques symptomatiques mais qui ne sont pas encore obstructifs par rapport aux patients asymptomatiques ou au groupe contrôle, on constate qu'ils ont plus d'exacerbations, de limitation de l'activité, une fonction respiratoire qui commence à s'altérer et un épaississement de la paroi bronchique à l'imagerie. Dans l'autre cohorte, on a étudié le GOLD 0. Il y avait plus que 4000 patients GOLD 0, comparés par rapport aux autres patients non tabagiques. Et là, il y avait 54% en moins des patients qui présentaient un signe, soit ils étaient symptomatiques, altération de la qualité de vie, un test de marche de 6 minutes qui était altéré, des lésions scanographiques. Il y avait même des patients qui étaient mis sous traitement inhalé alors qu'ils n'avaient pas encore la BPCO. En 2019, une autre approche de la BPCO a été aussi présentée, se basant sur 4 éléments, donc l'exposition, l'imagerie scanographique, les symptômes et la spirométrie. Et plus on avançait dans les paramètres, on parlait de BPCO défini, probable, possible ou absence de BPCO. C'est une approche à visée diagnostique, mais l'intérêt était pour cette approche essentiellement d'ordre pronostic avec une mortalité qui augmentait en fonction de l'augmentation du nombre de critères déjà cités. 2018-2019, certaines définitions pour la BPCO précoce ont été présentées et là, il y avait une très grande hétérogénéité entre les différentes publications et différents facteurs ont été inclus, que ce soit en rapport avec l'intoxication tabagique, le dyspakéanie, un âge inférieur à 50 ans, la symptomatologie, la MMRC, les exacerbations, les constatations scanographiques. Donc, différentes définitions.
Il y avait toujours quelque chose à critiquer dans ces définitions parce qu'il y avait des variables différentes d'une définition à une autre. Il y avait des cut-offs qui étaient aussi discutables et il n'y avait pas de définition idéale. Et à chaque fois, on avait ce couleur qui se mélangeait entre les différents concepts, des cercles qui se chevauchaient et une séparation et des limitations qui étaient difficiles à établir pour cette BBCO précoce. Donc après une vingtaine d'années, en 2022, le GOLD a présenté la définition de la BBCO précoce et ce sont les mêmes définitions qui sont actuellement prises en considération dans le GOLD 2025. Et là, on définit la BBCO précoce comme étant le début d'un process. Il s'agit de modifications biologiques avant même l'installation des manifestations cliniques et spirométriques. Et là, on garde les manifestations cliniques, la symptomatologie, les anomalies structurales, les anomalies spirométriques sont TVO pour la pré-BBCO. Et puis, il y a le concept de prisme, où on a un VMS qui est inférieur à 80, mais un rapport VMS sur CVF supérieur à 70. Donc là, ce sont des groupes potentiels qui peuvent évoluer vers la BBCO, mais pas tous ces groupes-là vont évoluer vers la pathologie. On garde le terme BBCO légère pour le GOLD 1 classique que vous connaissez, ce sont des BBCO confirmés, et puis jeune BBCO pour les patients BBCO de 20 à 50 ans. Donc ça, ce sont les définitions qui sont recommandées actuellement à suivre. J'ouvre la parenthèse concernant le concept de prisme qu'on peut retrouver dans 7% de la population générale adulte jusqu'à 11% chez les tabagiques. Et on constate chez ce groupe plus de symptômes, moindre tolérance à l'exercice, plus d'admission, plus de mortalité. Et parmi ce lot de patients prisme, il y a 20 à 30% des patients qui vont développer un TVO et la BBCO. Donc là, pour la BBCO précoce, c'est le début d'un process. Ce sont des modifications biologiques. On a pré-BBCO des anomalies qui commencent à s'installer, que ce soit sur le plan symptomatique, sur le plan fonctionnel respiratoire, sur le plan structural, prisme de modification spirométrique, et parmi ce groupe-là, on peut avoir l'évolution vers la BBCO. Donc ça, ce sont les définitions qui sont retenues actuellement dans le GOLD 2025. Le problème, c'est quand on aura cette transition de pré-BBCO, BBCO précoce vers la BBCO, et quand ce process commence. Donc ça, ce sont les questions qui restent à clarifier. Donc là, ce sont les définitions actuellement retenues. Il est recommandé d'utiliser ces définitions dans les études prospectives pour pouvoir avoir une certaine homogénéité dans les résultats. On a parlé donc des différentes définitions, on va revenir aux origines. Les origines de la BBCO, et vous savez très bien qu'il s'agit d'une interaction entre des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, et là, on parle du concept d'exposome. Donc il y a ce facteur temps qui est un élément clé dans l'installation de la BBCO, et si on réunit les trois entités, il y a ce nouveau concept de Getomix, G pour gène, E pour environnement, T pour time. Et l'interaction de ces trois composantes va donner des modifications anatomopathologiques, biologiques et physiopathologiques pouvant donner la BBCO précoce et par la suite l'installation de la maladie. Donc là, c'est le listing des différents facteurs de risque qui sont retenus dans le GOLD 2025 rattaché à la BBCO. Donc il s'agit essentiellement de facteurs environnementaux, notamment le tabagisme en tête de liste, que ce soit actif, passif. Et vous voyez très bien que ça commence à intervenir même en prénatal, même durant la vie intra-utérine. Donc, on a l'impact du tabac, puis le tabagisme passif durant l'enfance, puis le tabagisme actif. Et je cite un de ces travaux-là, c'est méta-analyse qui a montré le lien entre le tabagisme maternel, l'action en périnatal et pendant l'enfance sur le risque de développement de BBCO à l'âge adulte. Je cite les autres facteurs environnementaux, notamment l'exposition aux particules toxiques, l'exposition professionnelle, la pollution atmosphérique, l'effet de serre, et ça a été discuté hier, et puis des facteurs génétiques, notamment le déficit en alpha-antitrypsine, une centaine de gènes qui ont été discutés, les anomalies du télomère, mais aussi des modifications épigénétiques. Parlons des modifications épigénétiques, vous savez très bien que le tabac peut avoir une action directe sur la paroi bronchique, mais il y a une action qui passe par des modifications génétiques, épigénétiques, action sur la méthylation, sur la transcription, ce qui va modifier l'expression du génome. Et ça a été discuté hier, le fait qu'on peut avoir une possibilité de transmission génétique de ce risque de BBCO. Donc là, c'est le listing des différents gènes qui ont été rattachés de près ou de loin à la BBCO. Et je ne peux pas passer sans dire un mot sur le déficit en alpha-antitrypsine, le gène responsable qui est le gène SERPINA, c'est le chromosome 14. Mais juste pour signaler qu'il y a un très grand polymorphisme génétique actuellement rattaché à ce déficit, parce qu'il y a un polymorphisme génétique, il y a une sévérité qui est variable. Et on peut avoir même des formes
hétérozygote sans avoir la BBCO par la suite. Ce n'est que le fait que le patient soit tabagique, là on aura la possibilité de basculer côté BBCO. Pour le reste du listing, vous avez le vieillissement respiratoire, vous avez le développement pulmonaire depuis la vie intra-utérine et les autres facteurs que vous connaissez, cette association asthme-BBCO, le fait qu'un patient soit bronchitique chronique, il y a plus de risques d'avoir l'obstruction et l'évolution vers la BBCO, les infections respiratoires durant l'enfance, la tuberculose, VIH et plus de susceptibilité féminine. Je reviens à un concept ancien qui a été revisité. La dysynapsie, la première fois, ça a été discuté en 1974. Il s'agit en fait d'une taille des voies respiratoires plus petite, disproportionnée par rapport au parenchyme pulmonaire. Donc là, il peut s'agir d'un mécanisme physiologique, mais qui peut basculer vers le pathologique parce qu'on peut avoir une réduction du rapport VMS sur CVF. Et d'où l'apport conséquent actuellement de l'imagerie, parce qu'on a constaté que plus on a une dysynapsie sévère, plus il y a un risque d'évolution vers la BBCO, et ce sont des constats par l'imagerie et l'intelligence artificielle. Autre constat clé, que plus aussi la dysynapsie elle est sévère, cette disproportionnalité elle est importante, il y a plus de risque de mortalité et d'exacerbation. Et là, après avoir vu tous ces facteurs de risque, là, c'est la taxonomie actuelle qui est à suivre. Et on parle de BBCO rattaché à des modifications génétiques, à de l'intoxication tabagique, à des facteurs environnementaux et même la BBCO d'origine indéterminée. Donc on a vu tous ces facteurs de risque, et il en découle des trajectoires de la fonction respiratoire. Je commence avec le normal, le développement pulmonaire normal qui va se poursuivre jusqu'à l'âge de 20 ans. 20-25 ans, on aura le plateau, puis un déclin physiologique qui va s'installer. La première fois, on a introduit un facteur de risque sur la courbe de déclin de la fonction respiratoire, donc cette mythique courbe de Fletcher 77 et la cohorte de Londres, avec l'impact du tabagisme. Mais vous savez très bien qu'il n'y a pas que le tabac. Donc il y a eu des travaux. Et dans ce travail intéressant, à travers 3 grandes cohortes, celle de Framingham, Copenhague, donc une observation sur 22 ans, il y avait un constat que pour le C et le D, on pouvait évoluer vers la BBCO soit par un déclin accéléré de la fonction respiratoire, soit par un déclin qui est normal, mais on part à la base d'un VMS qui est bas. Un autre constat clé, c'est que lorsqu'on a une fonction respiratoire déjà altérée pendant l'enfance par les différents facteurs de risque qu'on vient de voir, il y a plus de risques d'évoluer vers la BBCO et avoir un rapport qui est bas à l'âge adulte. Et l'on découle ces 2 courbes qui peuvent aboutir à la BBCO. Soit une fonction altérée à la base et un déclin normal, une fonction normale et un déclin accéléré, et les 2 peuvent basculer côté BBCO. Et vous pouvez imaginer l'introduction de ces différents facteurs de risque sur les différentes phases d'évolution de la fonction respiratoire, et on peut avoir différentes combinaisons possibles, différentes trajectoires possibles d'évolution de la fonction respiratoire. Et actuellement, ça, c'est le modèle qui est retenu par les recommandations GOLD 2025, tout ce qu'on vient de voir en termes de trajectoire. Donc, on a vu ces trajectoires, ces facteurs de risque. Il y a un impact sur le plan physiopathologique et sur le plan anapathe. On connaît très bien les 3 grands mécanismes de la BBCO, le stress oxydatif, le déséquilibre protéase et l'inflammation, les différentes cellules et les médiateurs qui sont impliqués dans la genèse de la pathologie. Mais il y a 2 éléments clés actuellement qui sont introduits dans la physiopathie de la BBCO, les origines de la BBCO, notamment cette dysbiose. Donc, loin de l'aspect stérile du poumon profond qu'on imaginait il y a plus d'une dizaine d'années, là, il y a une véritable flore bactérienne, virale et mycosique au niveau du poumon profond. Et le fait qu'il y ait un déséquilibre de la composition, ça peut basculer côté dysbiose et ça peut être responsable de l'apparition de la maladie. L'autre élément clé, ce sont les anomalies des petites voies aériennes, que ce soit en termes de structure, en termes de nombre. Et vous voyez très bien que le schéma physiopathologique de la BBCO est en train d'être modifié en introduisant cette dysbiose, que ce soit dans la genèse de la pathologie, mais aussi dans le cercle vicieux de la pathologie. Les anomalies des petites voies aériennes qui sont un élément clé dans la BBCO précoce. Donc il peut s'agir ici d'épaississement pariétal, des cellules de l'inflammation qui sont bien présentes au niveau des petites voies aériennes et des modifications au niveau des sécrétions de ces petites voies. Autres éléments clés, la modification de la composition du mucus, la réduction des IgA sécrétoires au niveau des parois bronchiques et aussi un déséquilibre bactérien. Tout ça va induire des lésions des petites voies aériennes et ça peut aller vers l'installation de la BBCO. J'ai parlé des modifications qualitatives, mais il y a aussi des modifications quantitatives. Plus il y a un impact sur le nombre des petites voies aériennes, plus il y a une aggravation et l'installation de la BBCO, on peut basculer du GOLD 0 au GOLD 4.
Comment explorer cette BBCO précoce? Il y a certains qui ont évoqué l'EFR. Donc, notamment, ça a été discuté, les débits périphériques, les 25-75, l'oscillométrie. Le problème, c'est qu'il y avait des écarts types importants. Il y a certains qui se sont amusés même à détailler et à travers des logiciels cette courbe débit-volume, les différentes pentes, les différentes parties de cette courbe pour détecter l'installation de la BBCO, mais il n'y a pas une véritable variable qui est retenue pour détecter la BBCO précoce. Le progrès vient essentiellement de l'imagerie, parce qu'on peut détecter des anomalies scanographiques avant même l'installation des anomalies spirométriques chez un patient BBCO. Il y a différentes variables qui sont actuellement étudiées, notamment du mapping pulmonaire, ce qu'on appelle PRM, le parametric response mapping. Donc là, c'est une étude en voxel, inspiration-expiration, et on va essayer de démasquer les anomalies des petites voies aériennes à l'imagerie. Et on parle de PRM, petites voies aériennes, PRM emphysème. Et le constat, il est très intéressant dans ce travail, par exemple, où on constate que en pré-BBCO, BBCO précoce, il y a essentiellement PRM, petites voies aériennes, et puis ça va basculer en fonction de l'évolution du GOLD 0, 1, 2 jusqu'à 4 vers PRM emphysème. Vous voyez ici en vert le poumon normal, en jaune les anomalies de petites voies aériennes et en rouge l'emphysème. Et au bout de 5 ans, beaucoup de zones en jaune ont basculé en rouge. C'est-à-dire que ça commence par les petites voies aériennes et ça va évoluer vers l'installation de l'emphysème. Autre constat clé dans un autre travail, c'est que de GOLD 1 à 4, on a les anomalies petites voies aériennes emphysème. Alors que pour le GOLD 0, avant l'installation de la BBCO, il n'y avait que le PRM, petites voies aériennes, associé à un déclin accéléré de la fonction respiratoire et ça basculait par la suite côté BBCO. Autre variable à l'imagerie, donc avec le progrès des différents logiciels d'intelligence artificielle, on peut faire même le décompte des petites voies aériennes et plus il y a une diminution de ces voies-là, il y a l'altération de la fonction respiratoire. L'épaississement de la paroi bronchique, ça a été rattaché aussi à un déclin important de la fonction respiratoire et on peut même faire des études volumétriques, les volumes pulmonaires radiologiques. Donc là, je cite un exemple, le rapport volume résiduel sur la capacité pulmonaire totale, estimation scanographique, associé aux constatations spirométriques ultérieures et le risque d'évolution vers la BBCO. Certes, il y a d'autres innovations technologiques, mais qui sont dans le cadre du domaine de la recherche, notamment la tomographie endobronchique avec de belles coupes, mais ça reste dans le cadre de la recherche. Côté exploration, j'ai parlé de l'imagerie, un grand progrès. Exploration fonction respiratoire, c'est un peu limité. Il y a beaucoup de biomarqueurs qui ont aussi été étudiés dans les expectorations, dans les tissus pulmonaires et dans le plasma, mais il n'y a pas un biomarqueur qui ressort de la liste. Et je cite à titre d'exemple les MUC5A, 5B. Vous voyez très bien que chez les patients non encore BBCO, ça commence à augmenter. Donc ça peut être une piste pour détecter les BBCO précoces, en les comparant par rapport au groupe contrôle. Côté évolution et pronostic, donc, on a quelques travaux sur la BBCO précoce, c'est-à-dire la phase avant l'installation de la BBCO. Donc, on voit très bien que chez des patients symptomatiques, tabagiques, non obstructifs, on a une certaine mortalité qui commence à s'installer par rapport au groupe de patients contrôle, que ce soit non tabagique ou tabagique asymptomatique. Mais ce constat n'a pas été retrouvé dans les autres travaux, à travers, par exemple, la cohorte Spiromix. Donc, il n'y a pas de différence entre les symptomatiques et asymptomatiques. Et là, on a besoin de méta-analyse pour pouvoir juger les conséquences sur la mortalité. Y a-t-il des pistes thérapeutiques pour la BBCO précoce? Vous avez actuellement tout cet arsenal thérapeutique pour le traitement pharmacologique de la BBCO et l'évolution durant les années. Et avec les deux nouveaux venus en 2025, donc les IL-4, les anti-IL-4 et les inhibiteurs de la phosphodiesterase 3 et 4. Et ça a été testé donc, chez les patients BBCO précoces, pré-BBCO. Donc l'association LABA-LAMA chez des patients symptomatiques, non obstructifs, avec une fonction respiratoire préservée, mais le constat c'est qu'il n'y avait pas un impact sur la symptomatologie chez ces patients-là. Donc on a besoin de plus d'études dans ce sens. Donc sur le volet thérapeutique pour la BBCO précoce, pas beaucoup d'essais randomisés contrôlés, mais ce qui est discuté dans la littérature, c'est le fait d'agir sur les facteurs de risque, notamment tous les facteurs de risque qu'on vient de citer, qui commencent à agir depuis l'enfance, l'exposition à différentes particules, gaz et le tabagisme passif, ainsi de suite. Donc on peut agir sur le volet facteurs de risque plus que le volet pharmacologique où on attend encore de pistes d'exploration. Quelles sont les perspectives et les axes pour la BBCO précoce?
Vous voyez qu'il y a beaucoup de travail là-dessus, donc il y a différents axes de recherche, mais la question qui se pose, comment recruter les patients pour les travaux randomisés contrôlés? Parce que la plupart des travaux sont faits chez des patients qui sont BBCO ou qui sont plutôt BBCO précoce tabagique. On a peu d'études sur les BBCO, sur les patients qui ont d'autres facteurs de risque que le tabagisme. Il y a différentes trajectoires qu'on peut aussi étudier, les petites voies aériennes, physiopathes, et pour résumer tout, il y a les omics, tous les omics, multi-omics, génomics, protéomics, tous les éléments qu'on vient de voir. L'idée, c'est de rapprocher un peu, décaler un peu cette ligne de diagnostic de la BBCO à un stade plus précoce, voire même au primo-movens de l'installation de la maladie, un objectif qui est très optimiste. Et ce qu'on est en train de faire actuellement et réellement, on est en train de s'intéresser à la partie saillante de l'iceberg, c'est-à-dire les patients BBCO confirmés qu'on est en train de traiter. Sachant que jusqu'à 80% des patients BBCO ne sont pas diagnostiqués. Donc, et le constat, c'est qu'il faut rechercher ces patients-là. Ce que recommandé en 2025, c'est de faire de case finding, c'est-à-dire chez des patients qui sont symptomatiques, qui ont des facteurs de risque, on va aller faire de la spirométrie. Et une fois on cible un peu cet iceberg, il faudra penser aussi à étudier le groupe banquise qui comporte pré-BBCO, PRISM, BBCO précoce, avant que ce lot de patients ne se détache et évolue côté BBCO. Et là, il y a des travaux qui sont en cours, que ce soit pour détecter les patients BBCO non diagnostiqués. Il y a un travail récent au Canada portant sur 1 200 000 sujets qui ont été contactés par des messages avec une présélection pour aboutir à la fin à 5 000 sujets chez qui on a fait des spirométries et on a détecté un lot important de patients BBCO. Côté banquise, c'est plus difficile et là, on va s'aider un peu du machine learning, de l'intelligence artificielle pour regrouper les différents facteurs qui peuvent donner un sujet pour évoluer vers la BBCO. Et je conclus pour dire qu'il y avait une très grande hétérogénéité pour définir la BBCO précoce, mais ce qu'on retient actuellement, c'est la définition du GOLD 2025. Ce sont des modifications biologiques, c'est le début d'un process avant l'installation des symptômes, des modifications spirométriques. Mais la question, elle est complexe, vu qu'il y a un nombre conséquent de facteurs de risque, il y a un nombre conséquent aussi de trajectoires de l'évolution de la fonction respiratoire. Il y a beaucoup de questions en suspens. Comment détecter ce groupe de patients? Quels outils utiliser pour s'orienter et détecter la BBCO précoce? Une tâche qui se complique davantage avec la multiplicité des endotypes et des phénotypes. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'axes de recherche et on attend les résultats de différents essais randomisés contrôlés, l'apport de l'intelligence artificielle et des big data. Merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, professeur, pour cette excellente présentation qui est à la fois très riche, mais du coup très perturbante. Très perturbant dans la mesure où finalement, au cours des années, on a vu légèrement évoluer les définitions et les concepts pour in fine rester plus ou moins au même point, avec des choses qui sont en train de se développer, comme vous l'avez très bien cité, les biomarqueurs, chercher les différentes étiologies et également l'imagerie. Mais nous, en tant que cliniciens, réellement, ma question, vous en tant que clinicien, et d'après vos lectures, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a, c'est bien beau les biomarqueurs, mais on ne pourra pas les réaliser. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura ces biomarqueurs. Est-ce qu'il a été retrouvé des facteurs de risque bien définis ou plus ou moins bien définis qui va faire que ce patient en early COPD, en pré-BPCO, va développer par la suite la BPCO ou pas? Nous, en tant que cliniciens, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces définitions en pratique? Donc voilà la question. Donc elle était un peu, il y avait le versant hétérogène des différents travaux que je viens de citer. En fait, il y avait ces différentes définitions qui se succédaient au fil des années. Il y avait une vingtaine d'années pour pouvoir aboutir à une définition bien établie vis-à-vis de la BBCO précoce, une très grande hétérogénéité dans les travaux qui ont été publiés. Donc chacun présentait sa définition jusqu'à ce qu'il y ait eu le GOLD 2022 qui a établi ces différentes définitions. Et il y avait la confusion entre BBCO jeune, inférieur à 50 ans, la BBCO précoce avec les modifications biologiques qui est actuellement retenue, et la pré-BBCO, là on commence à avoir les symptômes respiratoires, les anomalies structurales, telles que ça a été bien cité sur les lésions scanographiques qu'on peut observer, et puis les anomalies fonctionnelles respiratoires qui commencent à apparaître. La question pour la BBCO précoce, c'est encore plus délicat, parce que là on parle du début d'un process avec des modifications biologiques. C'est un peu difficile de détecter ce groupe de patients dans la vie pratique courante. Mais ce qu'on peut faire en réalité, c'est détecter les pré-BBCO et les sujets PRISM à condition qu'on ait
une spirométrie. Donc, plus de champs d'action pour l'après-BBCO, c'est encore plus limité côté BBCO précoce, côté recherche, et il y a beaucoup de pistes à développer. Et on a vu même que jusqu'à récemment, en 2024, on est en train d'insister, que ce soit commission Lancet ou autre, sur ces nouvelles définitions pour pouvoir en tirer des conclusions en futur. Donc, côté pratique, c'est un peu délicat pour la BBCO précoce. Merci Ahmed pour cette belle communication. Moi, je pense que le Gold marche sur la tête comme d'habitude et qu'ils n'ont rien compris à ce qu'ils disent. Parce que je comprends qu'on ait une pré-BPCO. Le risque, il est de 23% pour aller vers la BPCO. Ouais. Je comprends qu'on ait un prisme, un risque de 41% avec possibilité de retrouver aussi une fonction. Mais quand on dit early COPD, c'est-à-dire BPCO tôt, ça veut dire que la BPCO est déjà là. C'est un processus qui, sur tes courbes de 6 trajectoires, c'est la 6e trajectoire. C'est-à-dire ce sont des gens à déclin très rapide. D'ailleurs, en 2022, Ramirez avait donné cette définition. On est monté contre lui, on a dit non, c'est la BPCO du jeune. Ça veut dire quoi une BPCO du jeune? Si on est en BPCO précoce, c'est-à-dire qu'il y a déjà la BPCO, il y a déjà des signes. Et la BPCO se définit anatomologiquement par la bronchiolite constrictive. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de BPCO. Donc comment voulez-vous faire des définitions, comme a dit notre ami Sarraj, comment voulez-vous nous embrouiller la tête avec des choses qui, cliniquement, n'ont pas de sens? Donc je pense qu'il faut rester dans l'idée de la BPCO. Ce sont des personnes qui, dans notre fameux cycle, avec que tu montres le diagramme, ce sont des gens qui démarrent très tôt leur BPCO et qui ont un déclin très rapide. C'est ça la BPCO précoce. Ça ne veut pas dire une précocité dans le dépistage, c'est une précocité dans le déclin rapide du VMS. Et je pense que c'est cette idée-là qu'il faut garder et non pas garder l'idée de dire ce sont des gens qui ont des modifications biologiques. Quelle biologie on a modifiée dans la BPCO? C'est la grande question qu'on pose. La BPCO, c'est une maladie d'air très complexe. Elle commence par l'obstruction, elle termine par la restriction. Tu sais qu'on perd plus de VMS quand on est au départ qu'à la fin, on n'en perd plus. On a des phénomènes restrictifs. Donc, il faut arrêter de rendre coranique ce qui n'est pas coranique, c'est-à-dire le Gold. Et tu peux dire avec Fatma, on a mis un temps fou à faire ce travail de définition. On s'est rendu compte que ce n'était pas du tout pertinent d'aller à cette définition de BPCO précoce et garder dans la tête que ce sont des gens qui ont précocement des déclins rapides et qu'il faut bien sûr... C'est des moins de 50 ans qu'il faut bien sûr dépister. Voilà ce que j'avais te dit. Oui, est-ce que je peux parler? C'est en fin de compte pour aller dans le même sens. En fait, la BPCO, c'est essentiellement une maladie des petites voies aériennes. C'est une obstruction au niveau des petites voies aériennes. Alors aujourd'hui, pour faire le diagnostic, il faut avoir une diminution du rapport VMS sur la CD. On ne tient pas compte de l'atteinte, c'est un moyen qui n'est pas bon pour faire le diagnostic de l'atteinte des petites voies aériennes. D'accord? Alors après, une fois on a fait, en fin de compte, on a cette diminution, on va essayer de le traiter. Et une fois on va le traiter, on ne tiendra plus compte de la spirométrie. À ce moment-là, on tient compte essentiellement des symptômes et des exacerbations. Donc, en fin de compte, dans notre prise en charge, c'est un peu dans le même sens que les cas de Sali, on est très loin de la réalité, parce qu'on est loin des lésions anatomiques qui restent quand même l'élément le plus important. Et après, on va être content lorsqu'on va vous dire tel traitement qui va utiliser tel appareil. Il est bon parce qu'il arrive jusqu'au niveau des petites voies aériennes. Oui, mais nous, finalement, on n'a pas bien tenu compte de ça. C'est le premier point. Après, on dit que la définition inférieure à 70%. Est-ce que 71%, le malade, est-ce qu'il est malade? Il est malade. Et s'il a en fin de compte à peu près un chiffre à 71-72%, alors qu'il n'a que par exemple 50 ans,
ça n'a pas la même signification que s'il avait, par exemple, 75 ans. Donc, en fin de compte, ce seuil, il est très mauvais. Il est très mauvais parce que on se trompe. Il y a un grand nombre en fin de compte, de cas où on peut se tromper. Une toute dernière chose. Alors, si vous avez un patient qui a un VMS par exemple, à 90%, vous dites il est normal. Oui, mais vous n'avez aucune idée. Il y a 10 ans, il était peut-être à 110%. Parce que finalement c'est une courbe de gosse. Donc, autrement dit, il est important qu'on ait de l'historique sur la fonction respiratoire, et c'est pour cette raison qu'un certain nombre d'auteurs, ce qu'ils ont préconisé, c'est de proposer de faire une spirométrie dans le cadre de la médecine scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jeunes, on peut leur demander à l'âge de 10 ans, à l'âge de 15 ans, une spirométrie de base qui va finalement, elle va servir pour voir un peu l'évolution et justement le fameux déclin. Est-ce que le déclin, est-ce qu'il est important ou non? Merci. Professeur Charfi, concernant le point qu'on est encore très loin de ce concept de BPCO précoce, le fait de penser à des modifications biologiques qui s'installent précocement, ça c'est très difficile à détecter. Une fois on se rapproche de ce cut-off, de seuil de 0,7, une fois on a des anomalies structurales au scanner, ou bien des manifestations respiratoires, là, on pourrait penser au diagnostic. L'autre point que j'ai signalé à la fin, avant la conclusion, c'est que pour dire qu'on est encore très loin, on a jusqu'à 80% des patients BPCO qui ne sont pas diagnostiqués. D'abord, il faudra s'occuper de cette population-là, de faire, c'est pas de screening, mais de détecter les cas, potentiellement avoir une idée sur la fonction respiratoire précocement, mais je pense qu'on ne peut pas le réaliser sur une population entière. Donc ça, mais on a vu les apports des grandes cohortes et des big data. Ça, les conclusions qu'on est en train de tirer, on est en train de les tirer, c'est de ces cohortes de Framingham, des grandes séries qui incluent plus que 40-50 000 patients donc à large échelle. Donc ça reste encore à discuter, oui. S'il vous plaît, des questions courtes pour laisser le temps aux autres orateurs. Oui, si Luzir ou pas Juste par rapport à ce qu'on va retenir et finalement ce qui va rester sur le plan pratique, c'est cette histoire de trajectoire. Et à mon avis, ce qu'il faut en tirer, c'est qu'il est important de faire, c'est ce qu'a dit Riva, de chez les enfants à l'âge adulte, d'avoir une spirométrie pour se situer dans quelle trajectoire. Et si on est sur une trajectoire où il y a eu une perte, enfin le VMS est abaissé, ça va être des sujets à haut risque de BPCO. Et ce sont ces sujets-là qui, quand ils fument, feront ou quand ils sont exposés, notamment à la pollution, etc., développent la BPCO. Donc, le côté pratique, c'est situer sur quelle trajectoire on est, et c'est très, très important si on peut généraliser ou pousser à avoir des explorations fonctionnelles respiratoires à un stade jeune de la vie. Sonia. Trajectoire, donc professeur Luzir, pour dire qu'on a vu qu'il y a de multitudes de courbes. Donc on a commencé avec le travail de New England avec 2 courbes initialement. Ceux qui avaient un déclin, une fonction respiratoire normale durant l'enfance et un déclin accéléré, et ceux qui avaient à la base une fonction respiratoire limite. Donc l'idée d'avoir une idée sur la fonction respiratoire chez les enfants, chez les adolescents, donc là, ça peut être un peu erroné du fait qu'on peut avoir une croissance normale et un déclin accéléré. Dans l'autre sens, le fait de partir d'un VMS qui est bas d'emblée, là, on peut situer ce patient-là dès le jeune âge sur une trajectoire. Et lorsque j'ai parlé de trajectoire, dans la littérature, on trouve une multitude de trajectoires. Il y a même des figures avec une dizaine de trajectoires. Et à chaque fois, il y avait un moment donné où on commençait à avoir ce déclin. Donc, c'est un peu difficile à cerner côté courbe et trajectoire. Donc, il y a une multitude selon les facteurs de risque, selon l'instant T auquel on aura un facteur de risque qui va intervenir. Et on a vu que ça intervient même en prénatal. Et pour certains, c'est à l'âge adulte. Donc, c'est très complexe comme... Non, juste Ahmed, Ahmed, c'est juste un petit mot pour reprendre le problème des trajectoires. Il y a un seul risque. L'étude que tu as présentée, les 3 études qui ont fait le COPD gene, ils ont commencé à 7 ans à le faire. Ils sont partis jusqu'à... Le seul problème qui se pose, c'est que vous avez une trajectoire qui s'appelle la trajectoire de rattrapage. Et cette trajectoire-là, ce sont des gens qui sont bas et qui, à l'âge adulte, deviennent à un niveau normal. C'est l'erreur qu'on peut faire.
Mais sur les 5 autres, il n'y a pas d'erreur, ils sont déjà définis à l'avance sur le plan évolutif. Oui. Merci Ahmed pour ta belle présentation. En fait, là, je reviens à toutes les définitions que tu as données de ces états qui précèdent la BPCO installée. Moi, je pose la question par rapport à l'intérêt déjà à déterminer toutes ces étapes-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un impact thérapeutique derrière? Est-ce qu'il y a des études, notamment pour le BPCO? Est-ce que des études qui ont essayé de proposer un traitement à ce stade-là? Moi, je sais qu'au moins, il y a un intérêt pour sensibiliser les malades pour arrêter de fumer, ça c'est certain. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un impact thérapeutique derrière ça? Et je profite pour poser la deuxième question, et pour notre consoeur médecin de travail. Donc, tu as parlé de l'imputabilité par présomption pour les BPCO fumeurs et qui sont exposés à d'autres substances incriminées dans la genèse de la BPCO. Est-ce que, en matière de cancer, on sait que le fumeur exposé à un facteur de risque, il a plus de risques de faire le cancer du poumon par rapport à une autre personne exposée mais non fumeuse? Donc, est-ce que c'est le même cas pour la BPCO? Dans quel cas, vraiment, il faut, ici, au niveau du médecine de travail, travailler pour sensibiliser ces personnes et peut-être dans l'indemnisation en elle-même, tenir compte de cette exposition personnelle du patient qui est fumeuse. C'est une réflexion à laquelle je pense souvent. Voilà, merci. Donc, merci, professeur March, pour la question. Donc, sur le plan piste thérapeutique, donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'essais randomisés contrôlés sur la pré-BPCO, BPCO précoce. Ce qui a été étudié, c'est essentiellement des patients qui devenaient symptomatiques, bronchitique chronique, avec une spirométrie limite normale où on se rapproche du seuil de 0,7. Donc là, on a vu un des travaux intéressants où il y avait l'association LABA-LAMA dans cette population-là. Mais la question qui se posait, quels paramètres étudier? Ce qui a été étudié chez ce patient-là, c'était les symptômes, la qualité de vie, donc il n'y avait pas un impact sur ces paramètres-là. Peut-être qu'ils auraient pu étudier un peu la fonction respiratoire et voir s'il y avait un certain redressement de cette pente de déclin. Donc là, il n'y a pas encore de travaux dans ce sens. Et on est encore loin de la BPCO précoce avec ces modifications biologiques. Donc plutôt le groupe de patients pré-BPCO qui commencent à manifester quelques symptômes. Donc, mais c'est très limité. Ce qui est proposé dans la littérature, c'est plutôt agir sur les trajectoires, sur les facteurs de risque dès l'enfance, avec le tabagisme, la pollution, certaines expositions, le traitement des infections respiratoires durant l'enfance qui peuvent être impliquées dans un déclin accéléré de la fonction respiratoire et tout ça. Donc là, on peut agir, il faudra agir.